Voilà, aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Grande Analyse, cette émission que vous offre la FM Télévision pour vous donner toutes les actualités politiques, sportives, pourquoi pas socioculturelles. Mais aujourd'hui, nous sommes plus là pour parler de l'investiture du gouvernement qui est allé jusqu'à tard la nuit, on dira même jusqu'au petit matin, parce que certains ont quitté l'Assemblée nationale à 4 heures. Nous avons suivi la plénière jusqu'à 2h30, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est une nouvelle page qui commence, c'est une nouvelle ère qui commence, parce que tout le monde s'est posé des questions pour savoir est-ce que le gouvernement sera investi. Nous disons merci à la sagesse la sagesse de l'Assemblée nationale. Jusqu'à 2 heures passées, je crois, il restait 405 députés et il y a pratiquement, je crois, 397 qui ont voté oui pour valider les programmes d'action et investir le gouvernement. Donc, nous nous disons que les députés nationaux ont quand même compris que la République avait quand même besoin d'avancer, comme le disait le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, qui a aussi pesé de son poids pour permettre à ce que le gouvernement soit investi afin que nous puissions commencer de nouvelles choses, parce que tout est impératif en République démocratique du Congo. Parlons de la situation sécuritaire, parlons du social, parlons de l'éducation. Tout est prioritaire en République démocratique du Congo. Un budget de 5 ans estimé à 92,9 milliards de dollars. C'est un budget de 5 ans, c'est-à-dire le budget allant de 2024 à 2028. Nous allons essayer de parler de ça avec Maître Dani Chamala, qui est habitué à cette émission. Nous le prenons même comme un consultant. C'est vrai qu'il est analyste politique indépendant. C'est avec lui que nous allons essayer de parler, d'évoquer plusieurs axes, les 5 axes prioritaires de ces gouvernements. Et je m'en vais déjà me le dire bonjour. Bonjour, Maître Dani. Bonjour, monsieur Alain. Comment vous allez? Non, la santé, ça va. Après toutes les turbulences, donc installé dans côté là, aujourd'hui, nous avons un gouvernement. Nous attendons seulement maintenant à la traditionnelle pratique de remise et reprise pour que tout commence. Mais avant tout, que retenir de cette investiture? Merci beaucoup, M. Alain. Premièrement, pour votre invitation. De deux, je salue nos téléspectateurs qui vont nous suivre pendant à peu près 1 heure du temps, où nous allons échanger sur la situation de la République démocratique du Congo. À ce qui concerne l'investiture de ce gouvernement, je suis en train de saluer d'abord d'entrée des jeux la sagesse et l'intelligence de l'honorable Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale. Je salue aussi le courage et le dévouement de tous les élus du peuple congolais, ainsi que la volonté politique du chef de l'État, ainsi que tous ceux qui constituent aussi le gouvernement, tous les chefs de partis politiques, pour avoir facilité cette investiture. Parce que, vous savez, d'abord, il y a eu une attente énorme par rapport à la sortie de ce gouvernement. À part cette attente-là, il y a eu aussi des tractations par rapport aux membres qui ont été nommés dans ce gouvernement. Mais il y a toujours les prophètes de malheur qui souhaitaient à ce qu'il y ait blocage au niveau de l'investiture du gouvernement pour que les choses continuent toujours à perdurer dans ce sens-là. Je ne sais pas qui est bénéficiaire de ces désordres et aussi qui est bénéficiaire de ce qui peut se présenter aujourd'hui comme danger en République démocratique du Congo. Je suis en train de remercier toute la classe politique pour avoir chacun mis l'eau dans son vin pour que l'intérêt de la République puisse primer sur les intérêts particuliers. C'est ce que je peux d'abord retenir d'entrée de jeu de ce gouvernement. Et aussi, je me rappelle que j'avais dit lors d'une émission, parce que j'ai été reçu sur un plateau de télévision quelque part, et il y avait des gens qui étaient très sceptiques pour dire que le gouvernement ne sera pas investi. Et j'avais dit, connaissant la sagesse du président de l'Assemblée nationale, connaissant aussi le Congolais, connaissant aussi notre classe politique, vu la nécessité
je crois que les députés vont se dépasser. Les députés prendront effectivement l'intérêt supérieur de la nation à la place des intérêts privés et ils vont investir ce gouvernement. Heureusement, tel que je l'avais dit, c'est ce qui s'est passé. Le gouvernement est investi et aujourd'hui nous attendons qu'il y ait remise et reprise dans tel ou tel autre ministère pour que la situation puisse se calmer. Et aussi, dans ce gouvernement, le constat est que dans des secteurs beaucoup plus importants ou des secteurs qui touchent beaucoup plus la vie de la nation, on y a placé des expérimentés. Donc, ils n'ont pas besoin d'un séminaire de mise à niveau pour commencer à prendre des décisions salvatrices à la nation. Donc, je suis en train de voir ici le ministère de l'économie. Celui qui est là, c'est un chevronné. Ce n'est pas pour la première fois qu'il soit ministre de l'économie. Je suis en train de voir le secteur des transports. Celui qui est là, c'est un chevronné. Il n'est pas un parvenu. Donc, c'est pour dire que les ministères clés pour que les choses puissent bouger dans les 10 jours sont assumés par les caciques. Alors, je sais que ça va bien marcher. Oui, ça va bien marcher, nous l'espérons tous parce que la République a connu un petit frein depuis la prestation du serment du président de la République. Mais avant qu'on entre dans le budget ou le programme d'action du gouvernement en soi, nous avons tous suivi la plénière d'hier. Le président Vital Kamerhe, je ne l'ai jamais vu dans cet état, mais il s'est fâché quand même parce que il y a eu des militants de certains partis politiques. Il a même cité les militants de son deuxième vice-président, je cite M. Mbosso, qui scandait ici c'est Mbosso, alors que c'est Vital Kamerhe qui est président de l'Assemblée nationale. Ce sont seulement de bonnes guerres ou c'est une façon de déranger le bon fonctionnement? Parce qu'il a quand même évoqué, vous cherchez à m'humilier et à humilier la République. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce comportement, surtout que ça soit venu des militants d'un deuxième vice-président de l'Assemblée? Monsieur Alain, vous savez, pour servir la République démocratique du Congo, il ne faut pas être président de la République. Il ne faut pas être président de l'Assemblée, ni président du Sénat, ni Premier ministre. Chacun dans son coin peut servir la République. Mais nous constatons seulement un certain comportement dans certains politiques qui, pour eux, trouvent que leur vie dépend que de la politique. Voilà. C'est ce qu'il faut éviter. Et les militants que nous avons, lorsque nous les réunissons tels que nous les réunissons là, pour qu'ils scandent des slogans et tout ça, qu'ils portent des polos, qu'ils fassent des choses. Est-ce ces militants-là, lorsque nous sommes aux affaires, nous pensons réellement à ces militants-là? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons être le militant de tel ou tel autre parti politique. Mais, est-ce que nous sommes dans notre devoir, nous sommes en train d'accomplir notre tâche d'éduquer d'abord ces militants-là? Les choses ne doivent pas se passer sous pression de militants. Effectivement. Nous devons éduquer le militant. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous devez savoir, l'honorable Vital Kamerhe a un parti politique assis dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Effectivement. Et si il lui était aussi donné de mobiliser ces militants pour qu'ils viennent scander aussi des cris tels que le militant de Mbosso le faisait, qu'est-ce qui allait se passer à l'Assemblée nationale? Vous voyez, nous devons chercher beaucoup plus. C'est comme ça, j'avais dit ici, il y a des gens qui peuvent croire, je n'ai jamais rencontré M. Vital Kamerhe personnellement. Mais les gens peuvent croire que je suis en train de le vénérer ou faire son apologie, faire quoi? Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit et qui dit librement ce que moi je pense. J'ai déjà dit aux gens que l'honorable Vital Kamerhe, c'est un homme d'État. Ce monsieur était en prison, il n'a jamais dit du mal du chef de l'État. C'est quelqu'un qui est fidèle dans ses alliances. Il n'a jamais parlé en mal du président de la République. Et même pas de la République démocratique du Congo. Et quand il parle pour la République démocratique du Congo, vous sentez que quelqu'un qui a l'amour de son pays. Vous pouvez le taxer de tout ce que les gens peuvent dire, mais du moins, à ce point-là, M. Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui démontre qu'il a vraiment l'amour de ce pays. Vous comprenez? Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, si moi j'étais à sa place, je pouvais suspendre la plénière.
Et en suspendant la plénière, vous savez, d'ici le 15, il y a vacances parlementaires. Donc, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas investir le gouvernement. Ça, c'est ça l'objectif de ce qui s'est passé. Ce n'était pas, au fait, pour faire autre chose. Et j'ai apprécié qu'il était sage de dire que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes venu non seulement m'humilier, mais vous êtes venu humilier la République, parce que ce qui se passe ici est suivi par tout le monde. Et en présence aussi des corps diplomatiques. Et puis la retransmission était en direct. Donc la société nationale et internationale était en train de suivre ce qui s'est passé. Mais vous êtes en train de scander des cris humiliant le président de l'Assemblée nationale. Vous pouvez aimer ou ne pas, vous pouvez ou ne pas aimer Vital Kamerhe, mais dès lors qu'il a été élu comme président de l'Assemblée nationale, c'est fini pour lui. Vous devez respecter ce monsieur-là. Vous devez respecter ce monsieur-là. Et j'ai apprécié sa sagesse. Il n'a pas voulu même brutaliser ce militant-là. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, que ce soit les militants d'Mbosso, que ce soit de l'IDPS, que ce soit, je suis le président de l'Assemblée nationale. Donc, voilà un peu la sagesse que j'ai appréciée. Mais seulement nous demandons à nos politiciens de se fier beaucoup plus à ce qui est important. Se méfier de ce genre de comportement, parce que le fait de dire que ici c'est Mbosso, Mbosso n'est pas président de l'Assemblée. Oui. C'est Vital Kamerhe qui est président de l'Assemblée. Voilà. C'est Vital Kamerhe qui a dirigé la plénière. Ce n'est pas Mbosso qui a dirigé. Vous pouvez dire ici c'est Mbosso, mais l'aperçoir, c'est Vital Kamerhe. Donc vous êtes en train de dire quelque chose qui n'existe pas, donc qui n'existe que dans vos têtes. Voilà un peu ce qui... Donc l'objectif c'était de saboter la plénière. Mais la sagesse de Vital Kamerhe... Il avait même précisé que je connais le jeu. Voilà. Donc, la sagesse de Vital Kamerhe a fait que comme il comprend, il a la tête de comprendre facilement les choses, il a compris que non, ce n'est pas moi qui ai visé dans tout ça, mais c'est la République. Merci pour donner la raison à ceux qui disaient que le gouvernement ne sera pas investi, Kamerhe n'est pas aimé, voilà, et tout ça. C'était ça l'objectif. Mais ils ont mal choisi l'adversaire et ils ont mal choisi le moment. Pour le moment, les Congolais ne sont pas dans ces querelles personnelles. Ils sont maintenant branchés ou tournés leur regard vers les solutions qui peuvent amener la République à décoller. Parce que quand on suit M. Vital Kamerhe qui a même dit « Nous ne sortirons pas de cette salle si le gouvernement n'est pas investi ». Donc ça prouvait à suffisance qu'il avait le souci que la République fonctionne au lieu que nous restons dans le statu quo. Mais entrons directement dans la logique de ce programme d'action qui est établi pour une durée de 5 ans, de 2024 à 2028. 92 milliards de dollars pour 5 ans. Est-ce raisonnable ou fantaisiste ou il y a facilité que la République puisse générer aussi ses recettes pour que nous puissions atteindre ces 92,9 milliards parce que apparemment nous sommes pratiquement à 93 milliards. S'il faille qu'on arrondisse, nous sommes pratiquement à 93 milliards pour 5 ans. S'il faut faire la division, ça nous amène déjà à plus de ce que nous avons comme budget, ce que nous avons connu comme budget l'année passée. Est-ce un budget raisonnable? Merci beaucoup pour ces 5 années pour cette question. En tout cas, par rapport à ce budget-là, je félicite premièrement la dame Premier ministre, son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, pour avoir fait un travail de titan. Vous savez, c'était hier que j'étais sur une chaîne de télévision, j'ai dit au peuple congolais que nous devons faire la différence entre la vision du chef de l'État, qui est un projet de société, et le programme du gouvernement. Apparemment, ça prête confusion. Ça prête confusion. Les gens n'arrivent pas à comprendre ou à concilier les deux. Voilà. Il y a sur le plateau, j'étais en face des journalistes, il y a d'autres qui disaient que non, Madame Suminwa a fait le même travail que le président Tshisekedi a fait, parce que comme son programme est sur les 6 axes du président de la République, il ne pouvait pas prendre tout ce temps, il allait seulement prendre ce programme-là, et puis c'est la vision du président de la République et amener ça à l'Assemblée nationale. J'ai dit, nous devons faire la différence entre
le projet de société qui est une vision du président de la République et le programme. Le programme maintenant vient d'une manière chiffrée. Okay. Vous comprenez? D'une manière chiffrée et détaillée. Et le programme est élaboré sur base de la vision du président de la République. Moi, je veux que la République démocratique du Congo puisse naviguer dans tel ou tel autre sens. Maintenant, pour mettre ça en exergue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un gouvernement. C'est le gouvernement qui amène maintenant le programme. Le président de la République n'a que la vision qui est un projet de société, mais ce projet de société doit être détaillé et exécuté par le gouvernement qui est le président ou le chef de ce programme-là. C'est ça un peu ce que nous devons comprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a maintenant de ce montant de 92 milliards? J'ai dit, vous comprendrez que nous avons un budget qui avoisinait 16 milliards. Oui. S'il faut faire x5, c'est presque 80 milliards. Oui. 80 milliards. Ici, déjà, nous sommes en mesure de mobiliser 80 milliards pour 5 ans. pour 5 ans. Et Madame Soumino vient, il dit, avec ce que nous avons comme activité et ce que nous pouvons mettre aussi en place comme technique et autres, nous pouvons augmenter ce budget de 10%. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que avec ces montants de 92 milliards, nous sommes à un budget annuel d'à peu près 20 milliards de dollars. 18, quelque chose. Vous comprenez? Donc, on a ajouté que 1 milliard ou 2 milliards sur ce que on avait déjà comme budget. Vous comprenez? Et pour ceux qui pensent que c'est irréalisable, moi je suis sûr que ce budget est réalisable. Et avec ce que on a mis en place comme gabarit des animateurs de ces institutions-là, je crois que nous pouvons arriver à atteindre ce montant-là. Parce que rappelez-vous aussi, là je rejoins l'honorable Adolphe Mozito, il avait dit que lui, il trouve qu'il peut mobiliser 100 milliards de dollars pour 5 ans. Okay. Madame Soumino Tuluka n'est pas loin de ce qu'avait déclaré Mozito. Donc, il est pratiquement à la limite du possible. Donc, c'est-à-dire que nous pouvons atteindre ce montant-là, pourvu que la volonté des animateurs, des animateurs de régie financière et des contribuables congolais puisse se manifester et donner le poids à ce gouvernement. Et ce montant-là, nous allons l'atteindre sans problème. C'est tout simplement une vision réaliste. Moi, je suis persuadé que nous pouvons atteindre ce montant-là une fois que nous mettons la volonté et on arrive un peu à boucher toutes les voies de sortie illégales de sommes d'argent en République démocratique du Congo, empêcher les détourneurs à détourner les fonds de la République. Je crois que nous pouvons atteindre ce montant-là. Et tout en sachant aussi que si nous arrivons à mettre fin à la guerre avant la fin de cette année, je crois que nous pouvons aller au-delà de ce montant. Au-delà de nos assignations. Oui, au-delà de nos assignations, parce qu'il y a beaucoup de fuites de capitaux de ce côté-là, parce que nos minerais sont exploités illégalement et vendus à l'extérieur par le Rwanda et l'Ouganda. L'emploi au cœur de l'action de son gouvernement. L'objectif, c'est avoir 6,8 millions d'emplois chaque année jusqu'en 2028. Pensez-vous que cela est possible? Vous savez, il y a... D'abord, ce qui a dérangé certaines personnes, certaines langues, dire comment est-ce qu'un gouvernement doit mettre l'emploi au centre du programme d'action du gouvernement alors que nous avons la guerre à l'Est. En fait, cette analyse-là, de dire comment mettre l'emploi... Je vis même un député de l'opposition réagir dans ce sens. Aujourd'hui, nous devons savoir une chose, que la guerre que nous avons à l'Est de la République démocratique du Congo, s'il y a des Congolais recrutés à l'intérieur, l'argument c'est lequel? Que ces Congolais-là n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas la possibilité, ils ne mangent pas à leur faim. C'est comme ça qu'ils vont faire la rébellion. Voilà. Vous comprenez? Maintenant que le gouvernement dit ceci, à chaque année, il y a autant de Congolais qui sont versés dans le marché d'emploi. Que nous puissions mettre en place une politique permettant à absorber la masse qui jette les universités sur le marché d'emploi. Où est le mal? Où est le mal? Parce que lorsque vous parlez
du social du peuple congolais. Ça passe aussi ça passe par l'emploi. Parce que celui qui a un travail qui est payé, c'est se nourrir, c'est nouer le début du mois. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du social des Congolais, vous pensez que ceux qui travaillent, aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent dans des endroits où ils touchent 2 000, 3 000, 4 000 $ par mois et tout ça. Celui-là peut se plaindre du social? Non. Parce qu'avec ce qu'il touche, il peut renouer le début du mois. Vous comprenez? Maintenant qu'on cherche à donner du travail aux Congolais, et on n'a pas dit que nous allons donner seulement du travail et on arrête la guerre. Non. Vous savez, en République démocratique du Congo, tout est prioritaire. Effectivement. Là, j'ai toujours l'habitude. Tout est prioritaire. Tout est prioritaire. Donc, maintenant, on n'a pas dit que dans ce programme de gouvernement, on a abandonné la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. L'intervention de ce député-là, avec mon analyse, je trouve que ce sont des gens qui veulent que tout l'argent de la République puisse aller à l'est de la République démocratique du Congo dans la guerre pour empêcher le Congo de se développer. Pour empêcher le Congo de se développer. Pour quel intérêt? Vous comprenez? Mais parce qu'il y a des gens qui sont des tireurs de ficelles dans cette guerre qui est à l'est de la République démocratique du Congo. Les égoïstes, les gens qui veulent que l'on parle que d'eux, qu'ils puissent habiter le Congo seul, riche, au milieu de 120 millions de Congolais pauvres. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, quand je vois que le gouvernement met l'accent sur l'emploi de la jeunesse, je me dis que c'est une bonne politique, parce qu'aujourd'hui, même certains crimes qui se font dans des grandes villes de la République démocratique du Congo, c'est du fait que ces jeunes-là ne travaillent pas, n'ont pas d'emploi. C'est une façon de résoudre autant de problèmes à la fois par une seule action. Est-ce que nous serons en mesure d'avoisiner les 6,8 millions d'emplois en 2028? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous voyons tous les grandes entreprises, à part le portefeuille de l'État, qui pour avoir un matricule aujourd'hui aussi, il faut, je ne sais pas s'il faut faire de la magie, mais ces entreprises qui tiennent peut-être le secteur économique en République démocratique du Congo sont plus ces expatriés, les Indo-Pakistanais. Vous avez ces entreprises qui fabriquent les mousses, le plastique. Déjà, on n'a pas pu imposer les pouvoirs de l'État sur les SMIC. Est-ce que vous pensez que cette politique aujourd'hui de l'emploi, parce qu'on ne dira pas seulement cet emploi sera les entreprises de l'État, même ces entreprises privées devront accompagner les mesures prises par le gouvernement de la République. Est-ce qu'on sera à mesure de, non seulement de donner cet emploi, mais d'améliorer aussi, je dirais, la vie et le social de ces Congolais qui iront travailler? Merci beaucoup. Je crois que vous avez posé la question. En même temps, vous m'avez donné aussi la réponse qui va me permettre de beaucoup plus enrichir la mienne. Vous savez, dans tous les pays du monde, les emplois ne sont pas créés par l'État. L'État ne crée pas les emplois. L'État favorise. L'État crée le climat qui peut faire de sorte que les investisseurs puissent venir investir, et lorsqu'ils investissent, ils vont engager le Congolais. Vous comprenez? Je prends un exemple de l'Europe par exemple. Aujourd'hui, toutes les grandes entreprises en Europe sont des entreprises américaines. Vous comprenez? Les Microsoft, toutes ces entreprises-là, ce sont des entreprises américaines. L'Europe aujourd'hui, sans les États-Unis, l'Europe est par terre. Parce que des grandes entreprises en Europe, ce sont des entreprises américaines. Nous ne sommes pas les seuls à avoir dans notre pays des entreprises étrangères évoluant en République démocratique du Congo. D'ailleurs, ces entreprises étrangères nous aident aussi parce que ces entreprises payent les impôts ici chez nous. Ces entreprises engagent les nationaux. Mais avec quel Vous comprenez? Maintenant, la question c'est l'amélioration des conditions de travail et de vie de ces concitoyens-là. Voilà. Le problème maintenant c'est quoi? C'est pour cela que nous avons maintenant un gouvernement. Vous comprenez? Le gouvernement n'est pas là seulement pour favoriser à ce qu'il y ait des investissements, mais le gouvernement est là aussi pour la protection de sa population. Dans la protection de sa population, le gouvernement doit s'assurer aussi que ces gens-là qui sont employés sont bien rémunérés.
Vous comprenez? C'est ainsi que nous avons le ministère de l'Emploi et des Prévoyances sociales. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pour dire que lorsqu'ils parlent de cet emploi-là, ils vont mettre en place une politique qui va permettre à ce que ces gens soient engagés et en même temps contrôler aussi à ce que ces gens qui sont engagés sont bien traités. Je prends seulement l'exemple. Vous savez que avec l'arrivée de nos sociétés de télécommunications, vous savez combien de Congolais sont engagés là-bas? Vous comprenez? Vous savez combien de Congolais sont engagés là-bas? Moi, je connais des Congolais qui sont des millionnaires aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils sont dans la sous-traitance avec des sociétés de télécommunications. Vous comprenez? Mais avant l'arrivée des musées dans ce pays, est-ce que cela existait? Ça n'existait pas. Vous comprenez? On doit toujours commencer quelque part. La chose à féliciter, c'est que le gouvernement puisse jeter un coup d'œil sur cet aspect des choses. Si le gouvernement avait omis de mettre cet aspect dans son programme comme priorité, on allait parler parce que la classe la population congolaise est beaucoup plus constituée de la jeunesse. Vous comprenez? Si nous avons 120 millions de Congolais aujourd'hui, je crois 80 millions sont des jeunes. Alors, cette jeunesse-là doit avoir quand même de l'emploi parce que c'est cette jeunesse qui remplacera la classe finissante ou vieillissante que nous avons aujourd'hui, même en politique, dans plusieurs secteurs, tout ça. Donc, je crois que c'est une bonne politique et ils ont très bien pensé à ce que cette histoire-là soit à ce niveau-là. Deuxième pilier, c'est la sécurité. Mais Madame la Première ministre dit, après l'armée, il faudra mettre un accent sur la police avec la création d'une académie pour permettre à ce que non seulement que le policier soit formé, mais du moins qu'ils aient aussi ces morales-là. Parce que nous voyons tous ce qu'il y a comme bavure policière en République démocratique du Congo. Pensez-vous que ces piliers sécurité sera aussi réussi en commençant par la guerre que nous avons dans l'Est de la République et ces réformes qui doivent être faites dans la police nationale? Merci beaucoup pour cette question-là. Ce que je veux dire à ce qui concerne l'aspect sécuritaire, j'ai suivi l'honorable Thomas Louaka lorsqu'il parlait de la question de l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup tiqué. Parce que j'ai toujours dit ça aux gens, mais les gens trouvent ça comme une excuse. Oh non, maître, tu ne pouvais pas dire ça. Non, maître, voilà, vous êtes en train de défendre le pouvoir en place. L'honorable Thomas Louaka dit ceci, que la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo n'a pas commencé avec l'arrivée de Mosé Laurent Désiré Kabila. N'a pas commencé avec l'arrivée de Maréchal Mobutu au pouvoir. Kasavubu, président de la République, il y avait la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Mobutu arrive, il y a toujours la guerre à l'Est de la République démocratique. Pendant que la Belgique nous colonisait, il y avait guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Maintenant, qu'est-ce que nos gouvernements respectifs font comme travail? Ils sont à la recherche d'une solution. Vous comprenez? Ils sont à la recherche d'une solution. Et chaque gouvernement qui arrive met une politique en place qu'il estime que cette politique peut nous amener à pacifier définitivement l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que vous devez savoir que la guerre, c'est aussi une diplomatie, mais qui est une diplomatie dévastatrice. Vous comprenez? Parce que ça nous coûte trop cher en termes de finances et en termes de vies humaines. Vous comprenez? Parce que nous devons avoir des ressources humaines qui doivent remplacer à chaque instant ceux qui tombent au front, ceux qui vieillissent et tout ça. Donc, tout ça, ça nous coûte un peu énormément. Donc, chaque gouvernement qui arrive met en place une politique qu'il estime que cette politique peut amener à des solutions. Mais cette fois-ci, avec le gouvernement, Madame Judith Soumino, lorsqu'ils ont trouvé que la meilleure des choses, parce qu'après avoir fait autant de temps de guerre, parce qu'elle n'est pas venue aujourd'hui aux affaires, parce qu'elle a évolué à l'Est de la République démocratique du Congo dans des organismes internationaux, donc elle maîtrise quand même... Cette situation, elle s'y connaît. Oui, elle s'y connaît par rapport à cette situation-là. Oui. Et d'après ses dires, j'ai compris que elle s'est dit, quelque part, nous sommes aussi victimes de certaines choses. Entre autres, la non-formation de nos éléments de la police, qui ne savent pas aussi sécuriser la population et leurs biens convenablement.
Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une académie pour arriver à les former, qu'ils comprennent leur mission et qu'ils savent que nous sommes la police pour la population et non contre la population. Donc, ça peut permettre aussi à ce qu'il y ait une communication, je m'excuse, qu'il y ait une communication nécessaire et importante et claire et nette entre la population et la police. Vous comprenez? Et à ce qui concerne maintenant l'armée, je crois que l'accent est mis sur le moyen qu'il faut mettre à la disposition de l'armée et l'achat de matériel nécessaire, de matériel de la nouvelle technologie, pouvant permettre à ce que l'armée puisse se défendre normalement lorsque l'ennemi viendra pour nous attaquer. Parce que aussi longtemps que nous aurons notre terre, la République démocratique du Congo, qui renferme autant de richesses que le monde est en train de chercher, attendez-vous toujours à une guerre. Parce qu'il est dit, qui veut la paix, prépare la guerre. Pour préparer maintenant la guerre, il faut équiper l'armée et la police. Donc, c'est une bonne politique qu'il faut mettre en place. Essayons d'abord avec cette façon de voir les choses. Je crois que dans l'avenir, on va peut-être leur donner raison. Le troisième pilier dans son allocution, c'était la justice. Elle a plus tablé aussi sur la justice. Elle a parlé d'assurer une conversion optimale d'implantation des cours et tribunaux. En tant que, là je vous prends en tant que peut-être praticien des droits, est-ce que la République n'a pas assez de cours et tribunaux? Parce qu'elle a martelé sur ça. Est-ce le vrai problème de la justice? C'est ces manques-là, ou le vrai problème de la justice, c'est comme l'a dit le président de la République, que la justice de la République ne l'aspirait pas assez confiance par rapport aux personnes qui gèrent cet organe judiciaire. Je vais répondre en tant que praticien du droit. Je suis dans ce domaine-là, ça fait une dizaine d'années. Je vais vous dire ceci. Le plus grand problème que nous avons ici, je crois que le gouvernement qui se succède n'arrive pas toujours à cerner le problème. Le problème, ok. Vous savez pourquoi nous avons des fois des difficultés dans certains coins de trouver le magistrat. Et quand on affecte le magistrat là-bas, le magistrat trouve comme si on est en train de le malmener, de le punir. Vous comprenez? Alors qu'à l'époque, quand on envoyait des magistrats en province, ces magistrats étaient logés, ce magistrat était bien et tout ça. Et le salaire de magistrat était touché au même jour que le magistrat qui sont à Kinshasa. Okay. Vous comprenez? Donc, si les gouvernements arrivaient tout simplement à faciliter certaines choses, c'est-à-dire le magistrat qui est à Boulungu est payé le même jour que le magistrat qui est à Gombe, je crois que les choses se passeront normalement. Et que l'argent payé à celui qui est à Bwanzadi, c'est le même montant ou a la même valeur que l'argent qui est payé à celui qui est à Gombe, je crois que les choses marcheront normalement. Et dans cette politique-là, ce qu'il faut faire aussi pour arriver à faciliter la tâche à tous les magistrats, le permettre leur circulation et tout ça permettre à ce que les magistrats soient mités normalement. Je crois qu'il y a une politique qui est déjà mise en place, qu'il faut accélérer. C'est ce projet de développement des 145 territoires. Je crois que nous en avons 145 tels que on a énuméré là, où on a nommé ce projet. Et si nous arrivons à avoir des bâtiments dignes dans chaque territoire de la République démocratique du Congo, si nous arrivons à faciliter le déplacement des agents de la justice dans tous ces 445 territoires, je crois qu'on fera quelque chose de bien. Parce que aujourd'hui, vous verrez le magistrat, il y a des coins où il n'y a pas de magistrat. Il y a des cours et tribunaux là-bas, mais il n'y a pas de magistrat. Pourquoi? Parce que le magistrat ne veut pas arriver là-bas pour dire que, par exemple, il doit faire une distance de 100 quelques kilomètres pour venir avoir, par exemple, son salaire. Vous comprenez? Donc, soit il doit faire autant de mois en train d'attendre l'arrivée de son salaire. Et ce salaire-là doit arriver dans un sac, sur un vélo, des choses comme ça. Mais si on a des voies de communication qui relient les 4 coins de la République démocratique du Congo, nous avons les bâtiments dignes où le magistrat peut travailler normalement. Nous avons
des emplois créés dans chaque coin pour permettre à ce que les gens soient quand même fonctionnels. Je crois que même les magistrats feront quand même aussi le bon travail. Et en dehors de ça, n'oublions pas que ce sont des humains, ils peuvent toujours y avoir des erreurs. À renforcer le pouvoir du Conseil supérieur de la magistrature pour le contrôle dans ce secteur-là, je crois que affecter aussi un budget conséquent à ce ministère-là, ça fera une bonne affaire. La prochaine émission, nous allons prendre les répartitions d'une manière détaillée. Voilà. Aujourd'hui, nous essayons d'épingler seulement le discours, mais nous allons prendre de manière détaillée. Voilà. Enfin, elle a aussi parlé des infrastructures. Réhabiliter et entretenir au moins 10 000 km de routes de desserte agricole par an. Pensez-vous que ça sera une solution pour permettre à ce que les denrées alimentaires qui pourrissent dans les recoins de la République puissent atteindre soit le chef-lieu ou soit même la capitale, la ville de Kinshasa? Merci beaucoup, M. Alain. Je crois avoir dit ça, si ce n'est pas dans votre émission. Ici, je crois que c'est la dernière émission que nous avons faite ici. Que j'étais en contact avec un expert. C'était ici. En matière agricole. Il est expert en Allemagne, il a été invité par le Cameroun, il a fait des preuves là-bas et nous l'avons reçu ici en République démocratique du Congo par le canal d'une ONG et le monsieur est venu ici. Nous avons déjà été en contact avec certains Sud-Africains, experts en matière agricole. Nous avons un seul problème qui nous empêche, nous, à consommer local. C'est quoi? Ce sont des infrastructures routières qui nous manquent. Vous savez que lors de la colonisation, c'est la République démocratique du Congo qui fournissait plus le coton à la Belgique que d'autres colonies. Nous avons des terres que nous, aujourd'hui, nous pouvons les exploiter et ne pas acheter ni maïs, ni céréales, ni quoi que ce soit à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Mais seulement que la plupart des gouvernements qui arrivent ne parviennent pas à cibler la question. Et la question ici, c'est comment faire quitter les produits agricoles cultivés dans des villages pour les amener maintenant, les acheminer vers les centres de consommation. Vous comprenez? C'est ça, ce qui a même découragé certains de nos concitoyens. Ils ont voulu maintenant venir rester toujours ici à Kinshasa, d'où nous parlons aujourd'hui de la ruralisation. Okay. Vous comprenez un peu? Alors que s'ils étaient dans leur village et qu'il y avait de véhicules qui doivent passer à chaque instant pour ramasser tout ce qu'ils ont cultivé ou tout ce qu'ils ont produit pour venir vendre dans le centre de consommation, ces gens-là ne pouvaient même pas envier à Kinshasa. Ils ne pouvaient pas même pas rêver un jour venir à Kinshasa. Peut-être ils devraient venir à Kinshasa pour question de curiosité, tout simplement pour le tourisme. Venir voir la capitale. Oui, voir la capitale. Mais comme il touche facilement son argent ailleurs, il ne peut pas venir ici. Vous savez, aujourd'hui, Kinshasa regorge plus de 20 millions d'habitants. Tout ça, c'est dû à quoi? C'est parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas la vie. Vous comprenez? La vie à l'intérieur, tout est centralisé à Kinshasa. À l'intérieur, il n'y a pas la vie. Pourquoi? Parce que tous ces jeunes gens, toutes ces mamans, ces papas qui cultivaient, ils ont abandonné le champ. Parce que j'avais cultivé telle année, j'ai cultivé, j'ai jeté autant de maïs, de manioc, j'ai jeté autant de sacs de cacahuètes, des arachides, des choses comme ça. Alors, je ne suis pas à mesure de le faire encore parce que je ne gagne absolument rien. Mais si aujourd'hui on arrive à réhabiliter les routes pouvant permettre à ce que les maïs produits, même à l'Équateur, les maïs qu'on a produits vers le Kasaï central là-bas, le maïs produit en Gandajika, tout ce qu'on a produit à Lomé, là, partout ailleurs, puisse arriver vers le centre de consommation, je crois qu'on va résoudre un grand problème. Dans ce pays, il y a des villages où on peut vous donner des bassins de poissons dans moins de 5 minutes. Des bassins de poissons dans moins de 5 minutes. Moi, j'avais vu à l'époque, quand je suis parti à Inongo, j'attendais les cris de l'avion qui devrait venir pour nous prendre. Une fois seulement que le cri de l'avion a sonné, on m'amène un bassin de poissons que je devrais ramener à Kinshasa. Et c'était des poissons qu'on a pris dans l'eau. On m'a amené un bassin de poissons. Donc, si aujourd'hui on a la facilité d'atteindre Inongo, on n'a pas besoin de Saint-Charles. Ouais. Si on a
la facilité d'atteindre le Kasaï central, on n'a pas besoin d'acheter le maïs en Afrique du Sud, même en Zambie. Ça, c'est bon. Si on a la facilité d'atteindre Ngandajika, on n'aura pas besoin d'acheter des arachides ailleurs. On n'aura même pas besoin de loufou et autres pour consommer tout ce que nous sommes en train de consommer aujourd'hui. Donc, c'est question que cette politique soit mise en place et que les gens soient sérieux dans leur façon de gérer les choses, qu'on puisse réhabiliter les 10 000 km de route. Vous verrez que Kinshasa sera inondé, Matadi sera inondé, toutes les grandes villes de la République démocratique du Congo seront inondées. Et en plus, en dehors de ça, vous verrez que les gens vont quitter Kinshasa pour rentrer dans leur pays, dans leur village, dans leurs provinces respectives, parce qu'il y a déjà la vie là-bas. Donc, pour faire mieux les choses, il faut appliquer cette politique, réhabiliter les routes, faire retourner ces gens-là. Parce que si vous le dites aujourd'hui, rentrez chez vous, ils n'iront pas. Ils n'iront pas parce qu'il n'y a pas la vie. Mais si vous créez des routes là-bas et que les activités reprennent normalement, vous ne le verrez plus ici à Kinshasa. Voilà, maître, la régie nous fait déjà signe que nous arrivons à la fin de notre émission, mais je vous donne le dernier mot. En regardant ces budgets, ou le programme d'action, parce qu'on a préféré l'appeler programme d'action parce qu'il s'étend, le programme s'étend dans une durée de 5 ans. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste pour résoudre les problèmes qui traversent, qui vivent les peuples congolais? Mon frère, ce que je peux dire comme dernier mot, c'est que la femme la plus belle du monde ne donne que ce qu'elle a. La République démocratique du Congo ne donnera pas ce qu'elle n'a pas. Nous ne pouvons faire qu'avec nos propres ressources. Et je suis persuadé personnellement, que si ce gouvernement met en place ce qui nous a été développé comme programme du gouvernement par Madame Judith Souminois, ce pays va décoller. Mais seulement, sans oublier mon combat, de dire que, en dehors de tout ce que nous pouvons faire ici, il faut revoir la constitution de la République démocratique du Congo. Parce que... ça ne changera pas. Oui, ça ne changera pas. Parce que on peut amener de bonnes initiatives, de belles idées pour le développement de la République démocratique du Congo. Mais les textes vont nous empêcher d'atteindre ce que nous pouvons atteindre même dans 10-20 ans. Parce que ce que je suis en train de dire ici, ce n'est pas une constitution qui va profiter à Tshisekedi, mais c'est une constitution qui va profiter à la République démocratique du Congo dans l'avenir. Parce qu'on ne légifère pas pour le présent, mais plutôt pour l'avenir. La constitution a une durée de vie plus que des humains. Kabila est parti, Tshisekedi est là. Tshisekedi partira, mais le Congo restera toujours le Congo. Aujourd'hui, nous parlons de la démocratie, nous discutons de la politique, même sur la route, même dans des marchés et tout ça. Mais les Tshisekedi père, les Kyungu Wakumwanza et les autres, tous ceux qui s'étaient battus pour que la liberté d'expression puisse avoir jour en République démocratique du Congo ne sont plus là. Mais aujourd'hui, nous bénéficions de ça. Nous sommes devant vos micros, nous parlons Tshisekedi, nous parlons général Christian Chiwewe, nous parlons de telle ou telle autre personne. Nous ne sommes pas inquiétés, c'est parce qu'il y a des gens qui s'étaient battus pour ça. Battons-nous pour que cette constitution qui nous a été amenée par les belligérants soit modifiée pour que les choses marchent normalement. Aujourd'hui, l'attente de la population, ils attendaient le gouvernement est arrivé, que le gouvernement se mette au travail pour résoudre les problèmes prioritaires de la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup. C'est par ces mots de M. Dani Chamala que nous mettons un point final à cette émission d'aujourd'hui. Mais je m'en vais souhaiter un heureux anniversaire à Lydia Mbaya. C'est le journaliste, c'est une consoeur de la RTGA. Joyeux anniversaire à toi. Donc faites ça bien. Que le Seigneur te couvre et se comble de sa grâce. Merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Je vois Israël, je vois Samuel Ilunga, il y a Rabi Fouka et à la régie finale, j'ai donc Benjamin Makolo et Galor Mouya, communément appelé Koko Mouya. On se retrouve demain. Nous allons continuer de parler investiture du gouvernement, mais nous entrerons dans les fonds, dans les grands détails pour permettre à ceux qui
n'ont pas suivi cette investiture ou ce discours, de comprendre quand même la vision de notre première ministre qui est Madame Judith Soumina Toulouka et puis de tout son gouvernement. On se retrouve demain pour une autre émission avec d'autres invités. Au revoir.